2026. Chers téléspectateurs de Gandhi Malien TV et d'Africain TV, recevez nos salutations comme d'habitude. Et bienvenue surtout dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire d'aborder 3 thèmes. Allant de l'extradition de Damimba, l'ancien chef d'État du Burkina Faso, à l'investiture de son Excellence le président Mamadi Doumbia, pour terminer avec ce comportement un peu indécent de la jeune française qui continue de vouloir s'immiscer dans la gestion de l'uranium du Niger, qui continue de vouloir s'accrocher, comme le disait l'autre là, Damimba à la chose. Et pour débattre, pour découvrir, décrypter les 3 thèmes, nous avons fait appel à 3 de nos invités qui ne sont plus à présenter. À ma droite, Dr Mamadou Sida Traoré. À ma gauche, respectivement, le professeur Touré et le doyen Koulibaly. Dr Mamadou Sida Traoré, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Diawara, bonjour à tous les téléspectateurs de Gandhi Malien TV, à African TV aussi. Et je suis très content de retrouver mon ami et frère, le professeur Touré, qui était malade, qui a raté 2 émissions, c'est pas ça? Et maintenant, il se porte bien grâce à Dieu. Et on continue de prier le bon Dieu pour que la santé soit une santé de fer. Et mes salutations aussi à notre chantre de savoir, mon oncle préféré. Je demande encore ma femme, mais je n'ai jamais eu de femme. Bon, ça, c'est un débat peut-être dans la famille. Docteur, tu veux dire? Non, bon, mon avocat est là. On va en parler à neuf. Bon, je profite aussi de l'occasion pour saluer tous qui travaillent de manière anonyme dans l'obscurité, qui ne se montrent pas et qui contribuent au développement de la nation. Ouais. Une pensée particulière à mes collègues médecins qui passent des nuits blanches dans les hôpitaux, souvent dans des conditions pas tout à fait très catholiques, mais ils ont un don de soi, ils ont un amour pour la patrie vraiment incommensurable. Ils sont à saluer souvent, même s'ils n'ont pas de gros moyens. Ils se débrouillent bien. Moi-même, je suis là-dedans. Je ne tire pas la couverture de notre côté et je sais quand même que toutes les professions contribuent au développement de la nation. Et cette nation-là, vraiment, on doit y mettre, chacun doit y mettre les siens pour participer à la construction nationale. Comme dirait l'autre, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Okay. Et je salue tous ces gens-là, des anonymes. Et une salutation particulière à nos autorités de maintenant. Et bravo à tout le monde, mais une particularité au président de la République. Okay. Parce que moi, personnellement, souvent, on dit que le président de la transition, moi, je ne considère pas qu'il y a une transition, quoi. Ça doit aller. Parce que monsieur qui est en train de se battre corps et âme, et tout le monde sait que gérer l'Africain, gérer le Malien n'est pas donné, c'est pas si simple. Ça donne vraiment de l'alopécie, quoi. Si tu as les cheveux, tu perds les cheveux souvent. Et le président même est en train de porter quelques blancs, mais ça se comprend. Okay. Voilà. Merci beaucoup. À lui. Merci beaucoup. Professeur Touré. Ok, merci à toi, Diawara, général. Merci à toute l'équipe de Gandhi. On salue les téléspectateurs. On souhaite bonne chance à notre gouvernement, au président de la République pour que le Mali continue à résister, que le Mali continue à veiller sur les intérêts du Mali et des Maliens, partout où ils sont. Mes pensées vont aux Maliens de l'extérieur qui nous suivent beaucoup et qui portent un grand intérêt pour cette émission, à eux tous, partout où ils sont. Mes salutations aussi à Fatou Doucouré et à tout le peuple malien. Merci beaucoup. Doyen. Bon, bonsoir à Diawara, bonsoir à mon neveu. Je dis bon retour à Touré sur ce plateau. Bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi TV et Africain TV. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et surtout à notre Amazon, Fatou Doucouré. Bonne émission à tous. Bonne émission à tous. Doyen, c'est sur ces mots que nous allons d'ailleurs commencer la présente émission, aborder le premier thème. Nous en avons 3 au programme. Le premier thème, c'est sur l'extradition de Damimba.
Damimba, c'est cet ancien chef d'État du Burkina Faso qui s'était exilé au Togo à la suite d'un accord. Mais ces derniers jours, nous avons appris, d'abord, il y a un communiqué du Togo qui informe l'opinion nationale togolaise et puis internationale de l'extradition de Damimba. Ensuite, il y a une confirmation venue du côté du Burkina Faso. Donc c'est officiel, Damimba est bel et bien présent au Burkina Faso. Donc, nous avons besoin de votre analyse sur ce qui vient de se passer. Je crois qu'on avait effleuré un peu ce sujet la semaine dernière et j'avais manifesté une certaine perplexité parce que surtout dans toutes les bouches, on ne comprenait pas la position du Togo. Ouais. J'avais émis une certaine réserve parce que quand on veut analyser souvent des choses, quand on n'a pas tous les éléments en main, il ne faut pas trop s'y risquer. Parce qu'on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Et le Togo n'était pas forcément coupable de ce qu'on pressentait, de ce qu'on lui prêtait. Bon, le lendemain ou le surlendemain, on a annoncé qu'il a été extradé. Et voilà que le Togo n'est plus accusé. Tout baigne comme tout baigne dans du beurre. Je crois que ça va. Mais nous avons appris que ce n'est pas la première fois que le Burkina demandait l'extradition de Damimba. Non, ça, je ne l'ai pas appris. Mais ce que je sais, je crois qu'on en viendra. Il n'est pas toujours aisé de gérer un pays et de gérer les relations internationales. Les liens sont tellement imbriqués, les effets se multiplient et que ce n'est pas toujours aisé de démêler une situation. Surtout sans y laisser des plumes aussi. Ok. Professeur Touré, vous qui êtes historien, géographe, est-ce que cette extradition de Damimba ne sonne pas un rapprochement de façon très claire du Togo vers le pays de l'AES? Et ce n'est pas un rapprochement qui vient d'être amorcé de façon très très sérieuse? Oui, il faut noter que le Togo a pris une décision forte à la faveur d'un État aujourd'hui qui est aux abois face à certaines nations alliées à la France, qui ne voulaient pas du tout que les demandes des pays de l'AES auprès des autres États puissent aboutir. Malgré tout ça, le Togo a pris quand même toutes ses responsabilités. Donc ça montre déjà que le Togo, c'est un pays africain sur lequel on peut compter à l'avenir. Sur la question de souveraineté et de gestion autonome des affaires, non seulement intérieures, mais aussi des relations qu'ils ont avec les autres États. Donc ça, c'est important. Et je crois que le Togo, aujourd'hui, a brisé quelque chose, et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que le Togo extrade vers d'autres pays africains à la demande de ces pays-là des hommes politiques qui sont jugés être au Togo et qui sont à la base de la déstabilisation de leur pays. La Côte d'Ivoire en a fait par le passé. Mais pour revenir un peu au cas de Damimba, je crois que le Burkina avait demandé, mais en toute responsabilité, il faut avoir les preuves irréfutables. Parce qu'en ce temps, Damimba est parti au Burkina après négociation. Oui. Et au Togo, après négociation. Et ce n'est pas seulement à la demande du Togo. Donc les pays de la CEDEAO étaient impliqués. Donc pour que le Togo puisse prendre une décision et extrader Damimba, il faudra qu'il y ait vraiment des preuves irréfutables. Et je crois que pour cette fois-ci, le Burkina a réuni tous les éléments dont une justice a besoin pour extrader, pour juger un élément jugé dangereux pour la stabilité d'un pays. Donc le Togo a tenu compte de ça, et c'est pourquoi quand vous allez remarquer les pays de la CEDEAO, personne n'a bronché. C'est parce que le Togo a été vraiment responsable dans sa prise de décision, sans tenir compte des pressions externes, mais en ayant une certaine responsabilité de la gestion du Togo et du leadership togolais. Parce que je crois qu'il est important qu'on fasse très attention, et je crois que le Togo est en train de donner cette leçon aux pays africains.
de refuser, comme aujourd'hui la Côte d'Ivoire le fait, de refuser de recevoir des gens qui viennent, qui à partir de leur territoire cherchent à déstabiliser notre territoire africain. Et je crois que c'est une leçon, au-delà même de l'extradition du confort entre le Togo et les pays de l'AES via le Burkina. Je crois que le Togo a donné une leçon à tous les peuples, à toutes les nations africaines, pour montrer qu'aucune nation africaine ne doit servir de base arrière pour la déstabilisation des autres. Et je crois que la Côte d'Ivoire va faire lecture de ce que le Togo a fait, pour non seulement jouer la carte de l'apaisement en évitant que des hommes ne quittent chez eux pour venir déstabiliser à partir de chez eux, et au cas où cela insiste et que ça peut amener des problèmes entre les peuples, il faudra les envoyer et que la justice puisse faire son travail. Donc je dis coup de chapeau au peuple togolais, coup de chapeau aux autorités de Togo qui aujourd'hui, je crois que d'un moment à l'autre, ils vont déclarer leur entrée à l'AES parce qu'ils voient que la sincérité, la responsabilité, la respectabilité se jouent au sein de cette organisation. Merci beaucoup, professeur Touré. Docteur, des individus comme les Damimba, là, est-ce qu'il n'est pas extradé Damimba, il n'était pas devenu un fardeau finalement pour les Togo même? Évidemment. N'est pas l'extradé, c'est... Évidemment. Et merci pour la parole accordée. On avait effleuré les problèmes l'autre jour. J'avais eu même des mots assez durs pour Damiba. Vous savez, général, dans notre société, nos anciens ont l'habitude de nous... C'est dans notre culture, quand le matin tu te réveilles, tu vas saluer ton père et ta mère, ils te font former des vœux. Oui. Il y a un vœu que nos anciens disaient beaucoup plus, ma maman. Elle me disait toujours que le bon Dieu fasse de toi quelqu'un qui supporte les fardeaux et non de toi un fardeau. Oui. Exactement, c'est ça que je colle à Damiba. Est-ce que Damiba, il a la bénédiction de ses parents ou pas, je ne sais pas. Mais souvent on dit chez nous que si tu as la bénédiction de Dieu, tu as la bénédiction de tes parents, il y a beaucoup de choses qui te survolent. Même s'il y a la bombe qui éclate quelque part, cette bénédiction-là peut vraiment t'épargner des méfaits de la bombe et de tout. Damiba a regardé le début de l'histoire, c'est qu'on ne savait pas. Il semblerait que quand les IB sont venus au pouvoir, ils ont fait le coup d'État, il était pratiquement encerclé. En tout cas, dans une ambassade, ils ont négocié sa sortie. Et parmi les clauses de la sortie, il était convenu qu'il allait rester et ne pas qu'il a resté en dehors de toute vie politique, de tout essai de tentative de déstabilisation et tout. Et quand il a commencé, il n'était pas ça. Les gouttes qui ont fait déborder les vases, il n'était pas à son premier essai. On peut dire à son énième essai, parce que de là-bas, depuis le début de son séjour au Togo, jusqu'au moment où je vous parle, au moment où il a été extradé, il a toujours essayé de déstabiliser ces pays-là. Et moi-même, j'étais sur mes grands chevaux de bataille, j'avais même eu des propos assez durs. J'ai dit qu'il faudrait que le Burkina fasse la réciprocité, parce que quelqu'un qui dit que ta nuit ne va pas tomber, toi aussi tu feras qu'il ne verra pas les jours. Donc j'ai eu des propos très durs. Bon, mon oncle heureusement m'a recadré. Et voilà, et nous on était un peu allés en avance en besoin. Et il semblerait que le Burkina avait demandé au Togo à moult reprises. Et les Togolais aussi, les services de renseignement togolais avaient pris chaque fois, ils avaient analysé. Et j'ai dit que cette énième fois-là, les gouttes d'eau avaient débordé les vases. Et quand ils ont rapporté toutes ces preuves-là, le président dit que ça n'est de trop. Parce qu'il a été, Damiba a été informé par 3 reprises par les autorités togolaises de rester dans son petit coin et de ne pas se mettre dans les activités subversibles pour tenter de déstabiliser son propre pays. Mais il a eu la sourde oreille et ce qui devrait arriver finalement est arrivé. Donc les Togolais ont pris sur eux, en tout cas de l'extrader. Et le Togo est un pays que j'aime bien. Et l'AES aussi, tout l'AES doit aimer le Togo parce que
Voyez-vous, quand ils ont fait leur fameux embargo du Niger au niveau du port du Bénin, de Cotonou, alors les Nigériens ont pris la direction de Lomé. Ça n'a pas posé de problème. Il n'a pas fermé son port. Il n'a pas fermé son port au Burkinabé aussi. Même les armements lourds et tout ça qui viennent pour le Niger ou pour le Burkina, ça passe par le Togo. Et j'avoue que on ne doit pas parler trop vite, mais ce président-là a de très bonnes intentions envers le Mali. Et j'avoue que les pressions qu'on exerce sur les autres marionnettes, on les appelle les talons ou les Alassane Ouattara, ce n'est pas la même chose que Faure Gnassingbé. Et j'ai eu à dire sur ce plateau, une fois lorsqu'il a tenu son discours, quand il est allé voir Poutine, il a prononcé dans le discours 4 ou 5 fois l'AES. Et il a même demandé à Poutine vraiment d'aider ces pays-là vraiment dans leur émancipation et dans la recherche de leur souveraineté et de leur développement. Donc je pense que ça peut donner à lire que le Togo quand même est en train vraiment de s'agripper à ces conglomérats de pays, de 3 pays-là. Pourquoi pas devenir un 4e pays de l'AES? Le temps va nous le juger. Ok. Le temps va nous juger, le temps nous dira davantage. Doyen, Oui. Le peuple burkinabé, dans son ensemble, est très content, très heureux de retrouver Damimba. De retrouver Damimba parce que c'est depuis l'extérieur, il planifiait la déstabilisation du pays. Mais du côté d'Abidjan, on attend beaucoup de cris quand même, beaucoup de pleurs, surtout sur les médias pro-pouvoir en place. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que jusque-là, je pense que c'est un dossier entre le Burkina et le Togo. En quoi ça fait beaucoup plus de bruit en Côte d'Ivoire que dans n'importe quel pays? Nous, on n'avons pas compris ça. Je crois que si tu permets, je reviens un peu sur l'historique de ce qui a permis à Damiba de sortir. Oui. Comme l'a dit le docteur, ils étaient encerclés, c'était des fils du pays qui allaient se tirer dessus. Et à l'époque, c'était la CEDEAO qui était... Nos pays n'étaient pas encore sortis de la CEDEAO. De la CEDEAO. Il y a eu une intervention de la CEDEAO pour essayer de calmer le jeu. Et la semaine dernière, j'avais dit à quelles conditions le Togo a accepté ou à quelles conditions les Burkinabés ont accepté qu'il sorte et qu'il aille, non pas à Abidjan, non pas en Guinée, mais au Togo. Ça a son importance. Et quand le Togo a réussi à ce qu'on vienne chez lui, c'était en raison de quoi? Le Togo était l'un des rares pays à être en bonne entente avec tous les autres pays de la CEDEAO. Sinon, nous autres, on était déjà en conflit ouvert. Le Burkina, le Mali et le Niger étaient en conflit ouvert avec tous ces pays qui comptaient dans la CEDEAO, qui comptaient parce qu'il y a des pays qui sont lointains, qui ne pèsent pas trop. Maintenant, quand il va là-bas, le Togo a accepté qu'il soit de l'héberger. À quelles conditions? Parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est pourquoi il faut être extrêmement prudent en matière de relations entre les pays. Comme je le disais tout de suite, les relations sont telles que souvent, il faut savoir se mouvoir entre les mailles pour ne pas soi-même perdre, faire attention à ses propres intérêts. Le Togo, aucun pays ne va vous aider au-delà, à son propre détriment. Oui. Ça, c'est un fait. Et quand il était au Togo, il avait un devoir de réserve. Et lorsque, à 2 reprises, 3 reprises, on l'accuse d'avoir mené des complots, le Togo étudie le dossier. Sur le plan juridique, il faut des éléments, comme il le dit, convaincants, à défaut d'être des éléments irréfutables, mais convaincants, qu'il y ait des indices de preuve, des indices qui peuvent effectivement laisser penser qu'il est un peu. Mais il y a aussi une autre condition, c'est que les fameux démocrates ont une ligne de conduite. On n'extrait pas quelqu'un dans un pays où la peine de mort existe.
Or, le Burkina vient de rétablir un peu la peine de mort. Donc, il fallait s'assurer que dans le cas d'espèce, dans le cas de Damiba, qu'il ne sera pas, il va éviter la peine de mort. Donc, tout ça, c'est des négociations. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi. La pression des pays, au-delà des pays de la CEDEAO, la pression des pays qui soutenaient peut-être même Damiba, vous comprendrez ce que je veux dire, Oui. Qui avaient intérêt à ce que Damiba ne soit pas livré, avaient aussi des moyens de pression sur le Togo. Et le président togolais devait faire attention pour ne pas se compromettre ou compromettre ses propres intérêts ou les intérêts de son propre pays. Et quand ils ont pu manager tout ça pour s'en sortir, ils l'ont livré. Et ce n'est qu'une bonne chose, une bonne fin. Mais pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, moi je ne les commente pas trop. Oui. Parce que, comme l'a dit Thucydides, que j'avais cité ici un jour, le stratège romain, quand un pays est au sommet de la pyramide et que ce pays sent qu'il y a des pays qui sont en train de s'agiter pour se départir de leur mainmise, mais ce pays ne va pas vous apprécier. Il est évident que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, dans l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria et le Ghana dans la CEDEAO étaient des pays qui sont au sommet de la pyramide. Et quand les pays sur lesquels eux ils reposent, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les échanges se faisaient souvent à notre détriment. Quand ces pays-là voient que des pays sont en train de se rebeller et qui vont se soustraire à cette emprise, ça ne leur plaît pas. Donc, de la même façon que l'hégémonie occidentale tremble devant les BRICS, c'est ça? Devant les BRICS, et que Trump refuse, par exemple, que les pays du Sud global, de l'Union européenne, de l'Union européenne essaient de se soustraire, de voler par leurs propres ailes, et qui contestent ces directives. Donc, c'est une question qui est naturelle, c'est quelque chose qui est naturel. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont à soutenir? Un ancien putschiste qui a été, comme ils disent eux-mêmes, qui a été remplacé par un autre putschiste. En quoi ça les concerne? Okay. Sinon, peut-être la peur que le monsieur ne fasse aussi des révélations. Parce qu'il était adoubé par le président ivoirien, qu'il a reçu même. Il était aboué, il rentrait dans le cercle, et quand il y a eu le coup d'État, tous les plans ont été chamboulés. Ok. Merci beaucoup. Nous comprenons la retenue du doyen. C'est dû aussi à l'immense sagesse qu'il est en train d'incarner sur ce plateau. Professeur Touré, lui, il est un peu comme son client, le docteur. Donc, je pense que lui, il va pas faire des cadeaux quand même à ce qui vient de se passer. Professeur Touré, Damiba a été extradé. J'ai dit c'est un dossier entre le Burkina et puis le Togo. Mais ça pleure beaucoup. Tous les médias pro-gente ouattarienne sont vent debout contre cette extradition. J'ai dit, mais c'est quoi leur problème? Pourtant, ils n'ont pas fait autant de bruit si c'est une question d'élection du président élu quand Marc Christian Kaboré a été renversé par Damiba. Ils n'ont pas fait autant de bruit. Quel intérêt ont-ils à faire autant de bruit pour soutenir Damiba? Était-il réellement leur cheval de Troie? Oui, vous savez, moi, ça m'a paru tellement bizarre oui. que j'ai eu l'impression souvent de faire la confusion entre Damiba, président putschiste du Burkina, qui était au Togo, et Damiba, conseiller chez Ouattara. Oui. J'ai comme l'impression que c'est un des conseillers, ou en tout cas d'une main invisible de Ouattara ailleurs, qui a été attrapé et puis extradé. Parce que quand tu vas voir comment est-ce que les Ivoiriens sont en train de s'acharner, alors que c'est un État burkinabé qui a amené des preuves contre un fils du Burkina sur un autre territoire qui n'est pas un territoire vassal de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas une région de la Côte d'Ivoire, mais un État autonome, indépendant et qui a sa propre justice
et qui sait faire la part des choses, qui a vu que les preuves étaient irréfutables, il fallait remettre ce monsieur-là à son état pour qu'il puisse être jugé, en tout cas répondre des accusations, parce que jusque-là, je ne vois pas pourquoi ces Ivoiriens-là s'acharnent. Pas tous les Ivoiriens. Hein. Bon, oui, je parle du leadership ivoirien aujourd'hui qui communique, en tout cas, qui fait la communication de Ouattara. Oui, les Ouattariens. Oui, c'est eux qui font la communication de Ouattara. Parce que les autres là, j'en ai suivi aussi quelques-uns qui sont eux-mêmes étonnés de voir que des Ivoiriens parlent plus de Damimba que du ministre de Gbagbo qui a été extradé aussi en Côte d'Ivoire et du même Togo et des mêmes accusations. Il y a eu exactement les mêmes effets, les mêmes réactions que la Côte d'Ivoire de Ouattara a fait. Et aujourd'hui, on s'acharne contre le Burkina, contre le Togo, parce que les Togolais qui sont responsables, qui savent ce que ça veut dire les intérêts d'État à État, qui ont la lecture, qui ont une bonne vision de la coopération internationale, qui savent ce que ça veut dire la souveraineté d'un État, qui savent ce que ça veut dire, parce que Damimba, doyen l'a dit, Damimba est parti au Togo, parce qu'en réalité, le Togo était beaucoup plus proche du Mali, parce que le Niger, en son temps, n'était pas du côté du Mali, parce que le Mali était quand même au cœur de l'événement dans la CEDEAO en son temps, et tout de suite, l'arrivée de Ibé, comme s'il savait, prêtait à un renfort du Mali dans la recherche de sa souveraineté. Donc le Togo était un pays intermédiaire qui pouvait garder Damimba et les conditions étaient claires. Mais Damimba, depuis qu'il est parti, ne s'est jamais tué. Et on a compris qu'en réalité, Damimba était au Togo pour travailler sous le commandement ou sous les coups bas que Alassane Ouattara et son organisation préparaient pour déstabiliser le Burkina. Et quand on parle de déstabilisation du Burkina, on parle de l'AES. On a comme l'impression que c'est un des présidents ou un des putschistes qui devrait renverser le pouvoir au Burkina, prendre le pouvoir et déstabiliser toute l'AES. C'est comme un sorcier qui a été pris en pleine journée en train de vouloir manger un enfant d'autrui. Donc les Ivoiriens, en tout cas du côté de Ouattara, étaient devenus comme ça. Et ça me paraissait vraiment extraordinaire parce que quand on va voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Aujourd'hui, ils vont nous parler de la peine de mort au Burkina. Mais les États-Unis, qui sont la plus grande démocratie du monde, il y a des États où la peine de mort est appliquée. Oui. Il y a des États où la peine de mort est appliquée. Ah oui. Mais aujourd'hui, quand on parle de référence, c'est eux. Et la peine de mort, là, les Burkinabés l'ont demandé pour que des Burkinabés qui s'organisent pour tuer des Burkinabés ne soient plus appelés Burkinabés. Et moi, je crois que c'est de bonne guerre. Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir même ce terrorisme qui est en train de se faire, ce sont des Burkinabés qui sont au cœur de cette déstabilisation. Donc que l'État burkinabé prenne les responsabilités à la demande du peuple, qu'il prenne les responsabilités à instaurer des lois qui puissent décourager. Parce que prendre une loi et l'application de la loi font deux. Prendre la loi, c'est une forme de dissuasion. Mais ceux qui vont s'entêter à aller à commettre des actes, à poser des actes qui vont les conduire vers l'application vers cette loi, sont encore plus terribles que la loi elle-même qui va s'appliquer à nous. Parce que c'est des vies, c'est toute une nation, c'est toute une culture que Damimba était prêt à mettre dans l'eau. Et je suis sûr, très sûr, sous le commandement de Ouattara et de ses hommes. Sous le commandement de Ouattara et de ses hommes. Docteur? Eh bien, évidemment, cela ne me surprend guère. Si les murs avaient les oreilles et les bouches, ils allaient parler. On a touché à tous ces problèmes-là. On a touché à tous ces problèmes-là, je me rappelle. Donc Damimba était logé au Togo, mais obéissait aux ordres de Ouattara. Ça crève les yeux. Ouais. Il ne faut pas qu'ils nous fassent croire au Père Noël qu'on ne sommes pas des enfants.
Et Ouattara est quelqu'un qui a toujours été au service du mal. Et ce monsieur, on ne l'avait pas parce que lui aussi, il est au service de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'ils ont mis en service pour déstabiliser nos pays, ils ont eu beaucoup de tentatives au Burkina. Comme rien n'a pu marcher, Damiba est devenu maintenant une patate chaude, on l'a livré. Damiba ne sert plus à rien. Mais ce que les Ouattaris, ceux qui font la communication de Ouattara s'acharnent, je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent. Est-ce qu'ils sont, je ne sais pas, déphasés ou bien est-ce qu'ils pensent que nous sommes dans un autre monde là? C'est une affaire burkinabé, c'est ça, non? Oui. Damiba, un burkinabé qui a essayé à moult reprises de déstabiliser son propre pays et de même tenter d'ôter la vie à son président. Et les faits sont graves. Comme maintenant c'est la présomption d'innocence, comme la justice le dit, on le dit quand que tu sois noir ou blanc, le jugement de la cour te rendra blanc ou noir. Que tu sois riche ou pauvre, ou bien que tu sois... Selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement de la cour vous rendra blanc ou noir. Voilà, c'est une vérité de la Fontaine. Une Fontaine fable. Les animaux malades de la peste. Donc il est encore présumé innocent. Mais quand les faits là se feront, quand il y aura un jugement, le jugement va dire si Damiba a tort ou bien s'il a raison. Et vraiment, là, ça va relever du miracle parce que toutes les preuves sont contre lui. On ne se fie pas trop souvent à ce qui se dit dans les réseaux sociaux, mais aussi on a des entrées des amis au Burkina Faso. Il y a eu de la découverte avec l'arrestation même de Damiba. Il y a eu beaucoup de mouvements au Burkina Faso. Là, je parle sous réserve. Et des caches d'armes ont été révélées. C'est hallucinant. Et là, beaucoup aussi ont pris la clé des champs. Beaucoup de Burkinabés sont partis. Parce que ce complot-là était un complot vraiment savamment préparé. Tu priais avec quelqu'un à la mosquée, il était ton ami, lui il faisait partie. Beaucoup ont déjà pris la fuite. Si moi, on m'accuse de quelque chose maintenant au Mali dont je ne suis pas l'auteur, je vais aller me défendre, j'irai me défendre devant les tribunaux. Et encore à ce niveau, si je peux, oui, Damiba même avait dit dans un entretien que si on l'accuse de détournement de fonds de deniers publics dans son pays, il est prêt à répondre. Donc je crois que lui-même, aujourd'hui, pour ceux qui veulent, pour les Ivoiriens, en tout cas pro-Ouattara, qui veulent accuser le Togo de livrer Damiba, lui-même, il était prêt. Sauf que sur le détournement des fonds, il a ajouté d'autres charges, parmi lesquelles la tentative d'élimination physique du président. Et ça, les faits sont extrêmement graves pour lui. Et je pense qu'il est en train de vivre les mois les plus, je ne sais pas quoi, difficiles de son existence. Mais moi, je dis toujours sur ce plateau que... Non, lors de son interrogatoire, il paraît qu'il faisait semblant de dormir. Donc je pense que ça va parler. Parler. Comprenez ce que je suis en train de dire. Oui, il va parler, c'est sûr, il va parler. Qu'il parle même pour son propre bien. Je dis, je sais, ce sont les militaires entre eux. Si c'était les civils et tout ça, non, entre les militaires là, ils savent. Je ne suis pas militaire, mais la vie militaire, c'est tout autre chose. Donc, pour revenir un peu en arrière, le président Ibé, c'est comme un messie pour moi, parce que souvent quand il parle, il prédit des choses. Le président Ibé a dit que les relations entre États sont différentes des relations entre humains. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Si un État sait que, voilà, il y a quelqu'un chez moi qui dérange son pays, or son pays a des gros deals avec moi, c'est des bonnes affaires, il va te donner. Et c'est ce qui arrive à tous ces mauvais Maliens, à tous ces mauvais Nigériens et encore à tous ces mauvais Burkinabés qui ont élu domicile ailleurs et qui sont en train de vraiment d'embêter la quiétude de nos nations. Et que très bientôt, leur capacité de nuisance là, va être réduite. Parce que ce qui les pousse à commettre ces actes-là, ils vont se lasser un jour. Tu dis, bon voilà, apportez-moi 500 millions, j'ai un projet, voilà, j'ai mon ami Touré qui est à Gao, lui il a son ami militaire ici, c'est là, des fils à aiguille, ils vont préparer des actes comme ça. Non.
rien ne va marcher ici. Le karma existe. Et on confie la vie de nos présidents là à la protection divine. Inch'Allah, rien ne va les arriver. Ok, rien ne va les arriver. Doyen, est-ce qu'il ne faudrait pas tirer une leçon de ce qui vient de se passer pour finir avec ce thème? Laquelle leçon est-ce? Il n'est pas mieux qu'entre voisins, entre pays voisins, qu'on essaie d'utiliser un territoire comme base arrière pour déstabiliser l'autre. Si nous voyons que les Européens font bloc derrière Zelensky, ils disent qu'il s'agit de l'Europe, il faut défendre l'Europe. Au même moment en Afrique, à présent, les terroristes qui sont en train d'attaquer les pays de l'Est ont pour base arrière certains pays. Il y a les mêmes pays hébergent certains individus qui continuent d'avoir le même comportement. Au moment où en Europe ou un peu ailleurs, les gens font bloc pour défendre leur continent. Est-ce en Afrique, il n'est pas temps aussi d'arrêter avec ces comportements? C'est ce que Damiba vient de faire. Et trouver refuge au Togo et à partir du Togo, essayer de déstabiliser, même porter atteinte physiquement au président du Burkina Faso, être dans tel pays, continuer. On a même vu quelqu'un qui a essayé de prêter serment à un moment dans un pays contre le Mali. Or, ici, nous avons notre président, nous avons notre gouvernement, et le Mali ne va pas permettre que quelqu'un d'autre le fasse au Mali contre un pays qui est voisin, un peuple frère. Et ce n'est pas tant qu'on tire des leçons sur des relations de bon voisinage. Bon, je crois que la réponse la plus simple, c'est ce que toi tu as dit il y a 2 ou 3 jours, je crois, ou bien même hier, je ne sais pas, que à propos de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, je crois, oui, des gens qui pensent que ce n'est pas cohérent ce qu'on a fait. Mais tu as répondu en disant, mais il n'y a pas de cohérence, dans les relations internationales, il n'y a pas de... Il n'y a qu'une seule chose, quels sont mes intérêts? Oui. C'est tout. Il n'y a pas de logique, il n'y a rien. La seule logique, c'est que où sont mes intérêts? Maintenant, est-ce que nous, ici en Afrique de l'Ouest, notre intérêt général, ce n'est pas d'avoir des relations de bon voisinage? Non, ça, ce n'est pas qu'en Afrique. Ça, c'est partout. La coexistence entre les pays, on a intérêt à ce que les choses soient pacifiées. Maintenant, quand un pays se permet d'héberger des terroristes, des terroristes ou des individus, là c'est autre chose, mais encore que tu ne convaincras jamais quelqu'un de ce qu'il est en train d'héberger des terroristes, parce que c'est facile de nier, tu trouveras difficilement cette preuve, mais il y a tout un ensemble, un faisceau d'indices qui indiquent qu'il y a des gens qui font des pays voisins une base arrière. Oui. La simple chose qui peut nous permettre de démontrer ça, quand nous faisons frontière avec les terroristes, quand ils évoluent, quand ils opèrent, ils ont toujours un territoire de retraite. Sans quoi, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ah non. Si l'autre frontière est fermée, et qu'ils se permettent à l'orée de cette frontière d'attaquer le pays, mais il est facile de les coincer, ils auront dos au mur. Donc, ils se trouvent avec l'assentiment ou pas, parce que nos frontières sont poreuses entre... ça aussi, il faut se le dire. Mais, quand ils mènent une attaque, il leur faut un territoire de repli qui n'est pas le pays. Or, il suffit d'un droit de poursuite pour eux. Un droit de poursuite peut être aménagé. Ça, c'est... Et d'ailleurs, nous, on l'a accordé même à la Mauritanie, ouais, en son temps. Mais au-delà des intérêts entre voisins, des intérêts directs entre voisins, il y a d'autres intérêts. C'est pourquoi je vous dis, les relations internationales sont tellement imbriquées, il y a tellement de ramifications qu'un fait anodin ici peut se révéler un fait très grave à l'autre bout de la terre. Et donc, qui peut avoir intérêt à faire une pression sur un voisin pour héberger des terroristes pour son intérêt à lui. Et ce voisin, il est entre le marteau et l'enclume. Le bon voisinage ou alors obéir à quelqu'un qui détient nos intérêts. Tout ça, c'est un jeu qui ne dit pas toujours son nom. Et même le fait d'héberger quelqu'un qui a dans le cas de Damiba,
c'est humanitaire en fait. C'est humanitaire de recevoir quelqu'un qui a eu des problèmes dans son pays. On l'héberge à la condition qu'il observe la neutralité, qu'il observe un devoir de réserve. Et ça, sinon, sur le fondement, ce n'était pas mauvais. Maintenant, autant il est difficile chez nous de savoir qui est terroriste, qui n'est pas terroriste, autant peut-être dans les pays voisins aussi, il est difficile de savoir qui l'est, qui ne l'est pas. C'est extrêmement, c'est du sable mouvant. Mais quand il y a un faisceau de situations qui viennent d'un pays, là, ça permet d'orienter. Maintenant, quitte aux pays voisins, de demander qu'on fasse des rencontres pour voir dans quelle mesure on peut endiguer ce phénomène. Peut-être pas sans reconnaître, mais savoir qu'il y a quand même des faits qui peuvent prêter à suspicion et qu'il faut qu'on lève ces suspicions-là. Mais quand les pays sont là pour défendre aussi des intérêts des pays non voisins qui sont beaucoup plus forts qu'eux, là, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi ils pataugent toujours. Ok. Mais, doyen, c'est très brièvement, est-ce que c'est la première fois qu'on ait affaire à un cas d'extradition en Afrique de l'Ouest ici? Non, je ne crois pas. Il en a dit un. Et surtout la Côte d'Ivoire, qui a souvent fait extrader ses opposants du Ghana, du Togo, et même de la Mauritanie. Et même de la Mauritanie. Et même le cas du Bénin, où un ministre ivoirien s'est impliqué en invitant quelqu'un, en le rassurant, et quand il est venu, on l'a pris manu militari et on l'a extradé au Bénin. Ça, c'est encore plus grave. Mais le porte-parole du gouvernement ivoirien disait qu'ils ignoraient son statut, ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'un réfugié politique au Bénin. Oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, mais c'est pourquoi tu l'as si bien résumé. Les relations internationales, c'est basé sur du faux. Oui. Voilà. Je crois que... Ok. Merci beaucoup. Le professeur Touré. Sinon, tout le monde... Nous ne sommes pas à notre première extradition en Afrique de l'Ouest. L'activiste Steve Biko, l'activiste ivoirien a été extradé de la Mauritanie vers la Côte d'Ivoire. L'ancien ministre de la Défense du président Laurent Gbagbo est extradé du Togo vers la Côte d'Ivoire. Un activiste béninois, un journaliste d'ailleurs béninois, qui a été invité par le gouvernement ivoirien à une conférence. Il arrive, le gouvernement ivoirien l'extrade vers le Bénin. Pourtant, il s'était un réfugié politique au Togo. Et ensuite, le gouvernement ivoirien dit ne pas avoir connaissance de son statut de réfugié politique. Au moment, j'ai dit, mais c'est très grave. Nous ne sommes pas notre première fois. Le président Blé Goudé lui-même qui a été extradé du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est cette extradition qui a fait autant de bruit? Ou bien, on est souvent triste qu'on nous fasse ce que nous faisons aux autres. C'est un peu ça? Oui, bon, en réalité, ils ont extradé Damiba burkinabé de souche, qui n'a jamais demandé d'ailleurs la nationalité ivoirienne. C'est un burkinabé tout court qui a été extradé. Mais on comprend avec cet acharnement de Ouattara et de ses hommes qu'il doit être un chef d'état-major nommé certainement par Ouattara et ses acolytes pour déstabiliser le Sahel. C'est pourquoi ça les affole. Tout à fait. C'est pourquoi ça les affole. Bon, maintenant, moi je dis quelque part, Damiba peut même se racheter en disant toute la vérité, en se confessant, Exactement. à dire exactement quels sont les autres plans et avec qui, parce que Damiba doit être dans le réseau du dispositif qui doit déstabiliser tout l'AES. Et il sait les hommes politiques, je suis sûr qu'il sait les hommes politiques et peut-être des hommes militaires maliens qui aussi sont en train d'être préparés à déstabiliser le Mali. Parce que c'est un dispositif global. Hein. Oui. C'est un dispositif global. Et du côté du Niger aussi, il saura certainement nous dire, au niveau du Bénin, qu'est-ce qui est préparé pour déstabiliser le Niger. Et moi, je crois qu'il peut se racheter en présentant ses excuses et en nous donnant tout le dispositif pris contre ces peuples. Parce que
s'acharner contre IB, s'acharner contre le président Assimi Goïta, s'acharner contre le président Chani, en réalité, c'est contre les peuples de ces États. Parce que ceux-ci sont dans des missions de leur peuple. C'est ce que Ouattara et ses hommes ne comprennent pas. Contrairement à la Côte d'Ivoire, où Ouattara et ses hommes travaillent au service de la France, pour les intérêts de la France, nous, nos peuples, nos dirigeants travaillent pour les intérêts de nos communautés, de nos peuples. Il faut qu'ils comprennent ça. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que, j'avais dit, sur le résumé que tu avais dit, le Togo a donné une leçon aux pays africains en refusant de prendre la responsabilité morale dans l'histoire d'être un pays qui héberge des hommes qui tentent de déstabiliser des dirigeants qui sont au service de leur peuple. Parce que c'est important. Hein? Le Togo refuse d'être responsable de la déstabilisation des peuples africains. Ils ne l'ont pas fait pour Ibé, pour Assim ou pour Tchani, parce que ceux-ci même sont au service de leur peuple. Ils l'ont fait pour les peuples de cet espace. Ça, c'est un premier élément. Et le second élément, il faut qu'ils comprennent que Faure n'est pas en train de travailler pour Damiba. Il ne travaille pas pour faire plaisir à Ouattara. Il travaille pour l'intérêt de son peuple. Et il sait qu'avec toutes ces preuves irréfutables, ne pas livrer Damiba, c'est provoquer une faim au niveau de son peuple. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de matériel qui passe par là-bas, c'est vrai, il a ouvert un corridor pour le passage du matériel, mais combien de milliards rentrent dans les caisses de l'État? À cause d'un homme qui refuse de se résigner au principe qui a pu le amener au Togo. On va gâter tout ça pour le peuple togolais. Et je crois que Faure ne le fera pas. Oui. Et si on pense que les autres États sont venus par coup d'État, en tout cas Faure c'est un démocrate. Et un démocrate est censé respecter la justice. Un démocrate est censé respecter les droits des peuples. Et c'est tout ce que Faure a appliqué, contrairement à la junte de Ouattara et de ses hommes, qui ne sont pas là pour l'intérêt du peuple ivoirien, parce qu'on a vu des Ivoiriens patriotes, des Ivoiriens qui veulent vraiment le bonheur des peuples ivoiriens, qui soutiennent cette décision, qui est une décision africaine. Oui. Et que désormais, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique centrale, qu'aucun pays n'accepte héberger chez lui des gens qui sont prêts à déstabiliser leurs voisins. Et je vais dire, docteur Aïbouché, que les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus à l'abri. Parce que quand Ouattara va peut-être commencer à comprendre que l'intérêt du peuple ivoirien doit primer au détriment de lui et de son groupuscule, au profit de l'État, il est capable de les livrer. Il ne faut pas qu'il pense qu'ils soient à l'abri, parce que Ouattara livre même les Ivoiriens. Il a livré Gbagbo à la Cour pénale internationale. Il a livré l'autre là, Blé Goudé. Ce n'est pas des Maliens qui ne va pas livrer lorsque la France va voir que ses intérêts commencent à se régulariser avec le Mali. Tout de suite, il va les livrer. Donc, que ceux qui sont là-bas se préparent. Ceux qui sont en France se préparent. Le cas d'Amimba n'est que l'ouverture d'un boulevard pour extrader tous les apatrides qui cherchent à déstabiliser leur pays. Et que les peuples de l'AES ne sont pas les territoires de l'AES ne sont pas des territoires haïs et bannis par les puissances occidentales. Ils cherchent juste à y venir, à s'installer et à avoir des profits là-dedans. Et le jour où cela va leur être possible, ils seront prêts à livrer tous ces gens-là qui crient de l'autre côté. Et c'est pourquoi, quelque part, moi je dis que l'arrivée de Trump, entre parenthèses, est une leçon qui doit être dictée, qui doit être enseignée dans la géopolitique et dans la géostratégie africaine. Parce qu'on l'avait dit ici sur ce plateau, que ce n'est pas la question de démocratie qui les intéresse. Non. Ce n'est pas la question des peuples qu'ils pensent être peuples opprimés qui les aiment. Sinon, qu'ils n'allaient pas prendre un président démocratiquement élu, sinon qu'ils n'allaient pas menacer le Greenland,
et qui aujourd'hui, j'ai même transféré à ton niveau, où Macron parle de la souveraineté de leur pays. Mais nous, on parle de quoi? On parle de la souveraineté. Et je vais dire à ces apatrides que les dirigeants occidentaux commencent à apprendre les bonnes manières, les bonnes leçons et utiliser les bons termes de l'AES. Et bientôt, ça va les attraper. C'est comprendre. Docteur, tu as juste quelque chose? Oui, moi, j'ai essayé de faire une petite analyse, une petite comparaison entre des événements. Le coup d'État au Burkina Faso et le coup d'État au Niger. Au Burkina Faso, avant que l'autre là n'arrive au pouvoir, pour Henri Damiba Oukwala, Sandogo Damiba Oukwala, n'arrive au pouvoir, on lui avait attribué l'écriture d'un livre. Il avait même écrit un livre. Et ça fait beaucoup de bruit. Je pense que c'est sur le terrorisme. Quand il était en France, on a fait beaucoup de commentaires sur lui. Et quelques temps après, on dit qu'il y a coup d'État au Burkina. Personne ne connaissait l'auteur. Donc après, c'était Roch qui était là-bas. Roch a été renversé par Paul Henri Sandogo Damiba. En ce moment, les Burkinabés avaient une envie folle de faire comme les Maliens. Parce que nous, on était à couteau tiré avec l'aménagement, les barcanes et tout ça. Mais à la grande surprise, c'était un autre son de cloche. Damiba a fait un retournement, un virage de 180 degrés. Il était à l'antipode de ce que les Burkinabés voulaient qu'il fasse. Parce que là, avec Roch, le terrorisme n'avait pas atteint un certain seuil, mais ça dépassait avec Damiba. Les Burkinabés se faisaient canarder nuit et jour, des morts partout, des villages brûlés. Et c'est là où d'autres jeunes Burkinabés ont pris vraiment leur courage à bras le corps, les IB, et ils ont fait le coup d'État. Mais quand on voulait rétablir Damiba, il y avait des parachutistes français qui étaient venus le même jour. Mais comme le doyen a dit, par souci de ne pas effuser le sang, la CEDEAO, par l'entreprise de Ouattara, avait dit bon, on va extrader Damiba, il sera au Togo, tout proche du Burkina, et il sera à notre service. C'est ce qui est arrivé à Damiba. On l'a fait croire qu'ils vont le faire revenir au pouvoir. Mais les Burkinabés ont compris, ils ont mis sur place un truc de veille citoyenne. Oui, un comité de veille citoyenne pour protéger le président. Parce qu'il fallait tuer peut-être 100 000 jeunes Burkinabés avant de tuer et avant d'arriver à IB. Donc cela a pris carrément à contre-pied leur plan. Pour eux, les IB n'allaient pas durer 2 mois, quoi. Ils allaient faire revenir Damiba sous une autre forme. Mais malheureusement pour eux, ils ont sous-estimé l'adversaire. Leur première tentative, échec. Deuxième tentative, échec. Troisième, quatrième, énième tentative, échec. Et c'était pas là, si tu regardes ça, tu fais la comparaison avec ce qui s'est passé au Niger. Quand Tiani est venu, il voulait agresser le Niger. C'était leur fameuse force en attente. Parce que l'enjeu était peut-être plus grand au Niger qu'au Burkina Faso. Ouais, l'uranium, ça c'est la guerre énergétique directement. Ça se comprend aisément, l'uranium, le pétrole et tout ça. Mais c'est lorsque le Mali et le Burkina ensemble ont manifesté, on dit que voilà, si le Burkina est attaqué et il va rentrer le Niger est attaqué et il va rentrer dans la guerre, ça a donné la sueur froide à comment s'appelle Ouattara les Chameaux. Parce que Ouattara, lui, c'est le prix Nobel de vraiment l'ingratitude. C'est le prix Nobel vraiment de la non-reconnaissance. Tu sais qu'il est d'origine burkinabé? Il est burkinabé, il n'est pas mal, il n'est pas. Mais c'est monsieur qui a toujours vécu sur le mensonge, on a les documents. Même le premier immeuble qu'il a acheté en Côte d'Ivoire, quand il était venu pour être Premier ministre, il a acheté avec un papier burkinabé. Ça, il y a un monsieur qui a dit ça. Un Européen qui était vice-gouverneur de la BCAO. Vice-gouverneur de la BCAO en tant que burkinabé. C'est un monsieur qui n'a même pas de date de naissance, quoi. Il n'a même pas pu produire un acte de naissance.
Parce que quand il avait été victime d'un vol en France, on lui avait dit dans la déclaration de donner son date de naissance. Il n'a pas pu donner une date. Nous avons affaire à un agent secret. Oui, mais ce monsieur-là est séculaire. Sinon, tous les Maliens savent que au moment les plus difficiles de son existence, c'est le Mali qui a servi à protéger sa famille. Et qui sait, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les frontières là sont virtuelles, quoi. Pratiquement, il n'y a pas de frontières. Tu te rends à Kourougo, tu as l'impression d'être à Bamako aujourd'hui, tout de suite. Nos mariages, tout est fait de la même façon. Ok. Je n'ai pas fini. Oleg, terminez rapidement. Oui, je n'ai pas fini. Même si on prend les familles maliennes ce soir, peut-être 40% des familles à Bamako vont manger de la tchéké ce soir avec des poissons au bacharok. Donc vous voyez, ce brassage-là a tellement réussi entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et quand on voit que c'est la Côte d'Ivoire qui prête son territoire pour vraiment déstabiliser un pays dont ton économie est liée, fortement liée. Parce que ce que le Mali fait rentrer dans la Côte d'Ivoire, dans l'économie ivoirienne, c'est énorme hein, par an. Plus de 900 milliards, c'est qu'a dit leur ministre. Mais non, ça veut dire que Ouattara là, il doit être déformaté quoi. C'est des gens qui, oui, le terme est un peu trop dur. Sinon, non, c'est pas dur, c'est approprié. Oui, le terme est un peu trop dur parce que moi je ne comprends pas. Non, c'est approprié. Celui qui te fait vivre, on les fait vivre, c'est pas pareil. Même les citernes qui sont attaquées là viennent d'où? Ça vient de la Côte d'Ivoire. Et on nous fait croire que voilà, ils font ils se battent contre, ils font le terrorisme et nous on se bat contre le terrorisme en Afrique occidentale. Et voilà, ils veulent faire l'expansion de la religion musulmane et tout ça. Et il y a des homosexuels en Côte d'Ivoire. S'il y a un combat qu'on doit mener. Ce terme-là. Oui. Il y a des hobbies. Voilà. Il y a des hobbies là-bas. Si c'est une question de religion musulmane, ils doivent aller. Les hobbies. Les hobbies, c'est ce qu'on appelle. Il n'y a pas de hobbies chez nous, c'est chez nous. Il y a des mosquées, il y a tout. Il y a, la religion musulmane s'est fait ici correctement. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire encore? En tout cas, ils ont intérêt vraiment à comment les termes échappent, à redorer leur blason et à faire vraiment de ce combat-là un combat inutile parce qu'il n'y a pas de lendemain, quoi. Les gens commencent à comprendre. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de lendemain, les gens commencent à comprendre. Nous quittons ce thème pour aborder le second de notre émission. Il s'agit de l'investiture de son Excellence le président Mamadi Doumbia, qui a investi d'un mandat de 7 ans à la tête de la Guinée. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion parce que son frère et son homologue du Mali, son Excellence le président Assimi Goïta, président de la République du Mali, était de déplacement. Il était présent en Guinée. Nous avons besoin de votre analyse, votre appréciation de ce voyage de notre président qui voyage très peu, hein, très rarement. Oui. Et quand il sort, c'est vraiment, ça montre qu'il tient beaucoup aux bonnes relations entre le Mali et la Guinée. Doyen, nous avons besoin de votre lecture là-dessus. C'est vrai que le président bouge difficilement et d'ailleurs moi je suis l'un de ceux qui ne veulent pas qu'il voyage. Oui. Ça ne me plaît pas parce que ça l'expose. Mais pour la Guinée, j'étais totalement pour une simple raison. Ce voyage est un voyage à enjeux multiples pour le Mali. De tous nos voisins, la Guinée est le pays dont la coopération avec nous peut couvrir plusieurs domaines et être profitable à nos deux pays, plus que notre coopération avec nos autres voisins. Ça, il faut l'entendre. Sur le plan, parce que le pays le plus proche qui nous offre un court trajet pour aller sur les côtes, pour accéder à la mer, c'est la Guinée. Et comme je l'ai déjà dit une fois ici, la Guinée couvre toute une pentière qui couvre beaucoup de nos régions. Sikasso fait frontière avec la Guinée, Bougouni fait frontière avec la Guinée, Bamako fait frontière, Koulikoro fait frontière avec la Guinée, Kita fait frontière avec la Guinée, Kaï fait frontière avec la Guinée. Avec un aménagement des routes
le port est accessible et ouvert. Entre-temps, je vous rappelle que, vu notre continentalité, depuis le 1965, le président Modibo Keïta avait initié un plan, le premier plan quinquennal, et qui était vraiment fondé sur l'ouverture vers les côtes, pour qu'on puisse, autant que faire se peut, ne pas être gêné par notre continentalité. Malheureusement, ça n'a pas continué. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons avoir avec le Sénégal, ce que nous pouvons avoir avec la Côte d'Ivoire, mais nous avons 2 fois plus avec la Guinée. Tant par le fait que le trajet jusqu'à la mer est court, mais aussi par le fait que les échanges peuvent aller sur une certaine complémentarité qu'il y avait avec la Côte d'Ivoire. Nous avons les produits agricoles de la Côte d'Ivoire qui viennent chez nous, mais la Guinée peut bénéficier de notre coopération s'ils se mettent à cultiver ces mêmes produits là aussi chez eux, parce qu'ils ont à peu près le même climat. Les bananes plantains, les agrumes, il y a beaucoup de choses qu'ils font, qui peuvent exploiter et qui peuvent remplacer la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour toute la pentière, sur Kita, sur Caille, c'est beaucoup plus profitable à la Guinée que ce qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a tout cela. Mais simplement, moi, j'essaie de me mettre à la place de l'autre. Il faut avoir de l'empathie. Il faut essayer de comprendre l'autre. Doumbia, dès le départ, on avait pensé que c'était acquis, la Guinée va venir avec nous. Mais le président guinéen est obligé d'avoir une démarche très prudente parce qu'il est dans une situation où on peut le renverser lui aussi. Et il ne va pas affronter nos anciens coloniaux qui veulent toujours avoir la même mise sur nos pays. Il faut qu'il joue serré, tant pour lui-même que pour les intérêts de son propre pays. Donc nous, on va très vite, nous, le citoyen lambda, nous allons très vite en besogne. On veut tout de suite que pourquoi il ne fait pas ça, pourquoi non. Il y a une démarche. Il est obligé de se protéger lui-même et de protéger son pays. Pour aller très loin, il faut qu'il dure au pouvoir. Si jamais il donne des motifs ou il donne des indications sur ses intentions de se défaire de la France comme nous l'avons fait, mais il ne va pas faire long feu. Et nous avons tous à y perdre. C'est pourquoi moi je comprends que le président Assimi y soit allé. Tant parce que ces 2 pays, eux, ils savent à quoi il est confronté. Et ils savent que malgré toute sa bonne volonté, il est obligé d'avoir une démarche prudente et de ne pas se précipiter au risque de perdre le pouvoir et au risque de de faire reculer la Guinée. Donc, on doit l'accompagner dans sa démarche prudente jusqu'au moment où il va. Et pourquoi il n'a pas fait comme nous? Se donner une transition longue. Peut-être c'est une stratégie. Mais son pays n'est pas attaqué par le terrorisme aussi. En plus, il est aujourd'hui dans une situation où, quand il est élu président de la République pour un mandat de 7 ans, il a une certaine assise démocratique qui peuvent lui permettre d'aller loin, mais qui peut faire illusion aussi chez les autres. Parce que vous avez vu le président qui l'a renversé, Alpha Condé, lors d'une réunion d'un forum économique à Abidjan, qui avait laissé échapper certaines choses. Et Ouattara était intervenu pour lui dire « Attention, j'avais oublié de te dire que les micros sont ouverts ». En fait, c'était une boutade, mais c'est une réalité. Et eux-mêmes, ils savent que c'est une réalité. Donc, à partir de ce moment-là, et à partir du moment où ce monsieur avait donné son intention, il a répondu qu'il n'a pas peur. Mais c'est une des raisons qui l'ont amené. Sinon, ce n'est pas le 3e mandat. Ouattara visait son 3e mandat. Lui aussi, il pouvait viser. Il est même à son 4e. Voilà. Non, lui aussi, il pouvait faire la même chose. S'il était dans les bonnes grâces de l'ancien colonisateur, il pouvait faire un 3e mandat. Mais le fait d'avoir laissé échapper des intentions de ce genre, ça l'a discrédité. Okay. Ils n'ont pas voulu. L'ancien colonisateur n'a pas voulu prendre de risques. Ok. Les techniciens m'informent
que nous allons bientôt revenir pour continuer la présente émission. Technicien, c'est bon? Ok. Continuez. Ok. Professeur Touré, oui. Nous avons besoin de votre lecture sur ce qui s'est passé en Guinée. Nous avons même vu, il y a des gens qui ont même essayé d'ironiser. Nous savons qu'il y a une cellule secrète peut-être qui travaille pour ça. Essayer de, voilà, une vidéo pour se moquer un peu de notre président. Nous avons dit non, ça, c'est des gens, des manipulateurs qui sont derrière. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses peut-être qu'il faudrait retenir. Mais nous avons besoin de votre analyse sur ce qui s'est passé. Okay. Par rapport à ça, moi je crois que, comme on l'a dit, c'est-à-dire nous, nos présidents, ne sont pas dans la passion. Ils ne sont pas dans le paraître. Ils ne sont pas dans le virtuel. Nous, nos présidents, c'est des gens qui travaillent pour les intérêts de leur peuple. Des hommes de terrain. Ce sont des hommes de terrain. Donc, Hassim se rendre en Guinée, pour moi, c'est la chose la plus normale. Il le fait en pensant aux intérêts du peuple malien et en pensant aux liens traditionnels qui nous lient à la Guinée. Et je crois que le doyen est en train de survoler des choses dont si on rentre dans les analyses, peut-être qu'on va exposer Doumbouya et de faire croire qu'il est en train de jouer au superflu pour, d'une manière ou d'une autre, se retrouver dans l'AES. Mais c'est vraiment un homme courageux parce que au-delà de l'image ou de, ne sais pas, de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi pour vouloir ridiculiser un peu un passage, moi je crois que les présidents, entre parenthèses, démocratiques qui sont invités par Doumbouya auraient dû simplement décliner leur invitation parce que Hassim devrait partir là-bas. Moi, je pensais plutôt à ça. C'était plus courageux de leur part si vraiment ils étaient sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça veut dire que ce sont des manipulateurs eux-mêmes. Ouais. Ce sont des manipulateurs. Et Doumbouya, lui, ce qui l'intéresse, c'est préserver les intérêts de la Guinée. Et pourquoi le port de la Guinée aujourd'hui ne sert pas autant que le port de la Côte d'Ivoire? Il y a le niveau, il y a le degré, hein. Il y a le degré de niveau de port aussi pour recevoir certains types de bateaux et ensuite certains types de produits et même la capacité, une grande capacité de stockage. Et encore, il y a ces traités et le circuit maritime est maîtrisé par ces Occidentaux qui préfèrent souvent orienter leurs bateaux vers là où ils ont beaucoup plus de manipulation à porter. Mais je crois que déjà avec ce départ et cette confiance qui est installée entre notre président et celui de la Guinée, va permettre à la Guinée de faire des extensions de son port, d'agrandir son port et de recevoir beaucoup plus de marchandises et d'avoir le marché du Mali. Parce qu'il faut reconnaître que le Mali a l'un des marchés les plus importants des ports, plus que les autres pays. Hein. Donc, aujourd'hui que Assimi parte là-bas, moi je crois que c'est la chose la plus intelligente qu'il a pu faire. Et c'est un honneur. Les gens, ils voient plutôt une vidéo qui, je ne sais pas, c'est un trucage ou un montage, en tout cas, qui pour moi est nul le nom n'a venu parce que ça n'a pas de sens. Ouais. Hassim, au niveau du stade, était le président que Hassim, il ne joue pas ses propres cartes, ouais. Il joue les cartes de l'intérêt du peuple malien. Et je crois que c'est de bonne guerre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir aussi de nos trois présidents de l'AES, c'est que certainement, ils ne comptent pas laisser le regroupement seulement au niveau des trois pays. Ils doivent l'élargir aussi auprès des autres peuples, permettre à d'autres nations de rejoindre l'AES pour que ça puisse être véritablement un véritable décollage de l'Afrique. Parce que c'est un peu ça aussi la vision certainement à long terme. Donc il ne sert à rien d'être aussi renfermé, de rester. Mais à chaque fois qu'une ouverture se crée, on s'assure que c'est une ouverture véritable, sincère, qui tient compte de la souveraineté de chaque État. Et c'est pourquoi je dis coup de chapeau à Hassim d'avoir joué vraiment cette belle carte
Et encore, une fois de plus, merci à Doumbia de permettre à Hassim d'être vu au plus près des autres présidents et de comprendre que c'est vraiment un être humain qui a tout simplement décidé de s'engager pour les intérêts de sa nation. Merci beaucoup, professeur Touré. Docteur, nous avons constaté à travers l'analyse du professeur Touré que les bonnes relations entre des dirigeants peuvent aussi profiter, à la nation tout entière. Par exemple, les bonnes relations entre le président Poutine et son homologue chinois, les deux sont presque des amis. Et je crois que c'est tant mieux pour les deux pays. Oui. Et même Trump, quand il arrivait au pouvoir, il mettait en avant ses bonnes relations, les relations personnelles avec Poutine. Et je pense que nous avons un peu senti cela, même s'il y a encore d'autres choses, il y a d'autres difficultés. Les bonnes relations entre... Je disais que les relations entre le Mali et la Guinée, c'est une relation séculaire. En fait, c'est le même peuple. C'est le colon qui a donné le nom de Guinée à ce territoire de Manding. L'empire de Mali s'étendait jusqu'à Conakry, au bord de l'océan Atlantique. Donc j'avais dit aussi que le président guinéen Lassana Conté avait dit que le Mali et la Guinée sont les poumons des mêmes corps. En fait, il voulait dire simplement que nous sommes les mêmes peuples. La visite du président Assimi Goïta, son excellence, s'inscrit sur 3 angles. Un, c'était pour aller légitimer le pouvoir de quelqu'un, d'un grand ami du Mali. Et j'avoue que ce monsieur-là, je l'aime bien, au-delà de tout ce qui peut être rapporté, parce que la Guinée n'est pas une république ingrate. Je me rappelle, Guinée, Mali, c'est la même chose. Les gens ne font pas beaucoup d'histoire. Quand il y avait la maladie à fièvre Ebola, tous ces voisins de Guinée ont fermé leurs frontières, sauf le Mali. Et beaucoup de malades atteints de cette maladie-là sont passés par nos hôpitaux au risque de se contaminer, au risque d'être un territoire encore plus contaminé. Mais le Mali quand même a accepté ça. Et quand la CEDEAO avait eu la mauvaise intention de faire l'embargo sur le Mali, automatiquement c'est la Guinée qui a répliqué. Et n'eût été ça allait être très, très, très difficile et très compliqué. Donc bravo à Mamadi Doumbouya, bravo vraiment au peuple guinéen. Et surtout, ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup marré. Et les gens, il y a 2 généraux ou 3 généraux de la Guinée qui ont ri du président Assimi. On rit de notre président, pourquoi? Est-ce qu'il a quelque chose sur laquelle c'est un comédien? Je ne sais pas, il n'est pas Zelensky. C'est un monsieur responsable. Et moi, j'ai remarqué que quand il passait, il s'est arrêté devant, il y avait 2 généraux et un autre qui n'était pas un militaire, je ne sais pas. Ils ont fait le salut militaire, il a remis la bouche, il a un peu souri, il est passé. Et ce sourire-là, il semble que le monsieur avait fait une boutade à un de ces, comme ils ont l'habitude de le dire à l'école militaire interamam à l'EMIA, ceux qui te dévancent là, ce sont tes affreux, et ceux qui sont derrière les petits frères de promotion sont des bazars. Et celui-là avec lequel tu fais la même promotion, c'est officier. C'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai des amis militaires qui m'ont expliqué ça. Parce qu'une fois j'ai été à un funérail, ils ont dit qu'ils saluent les bazars, les affreux. Le terme m'a tiqué, j'ai écrit le terme. Et je suis allé demander à un ami officier, celui-là qui m'a expliqué. Donc le général là, qui avait fait le salut militaire, Assimi lui avait fait une boutade. Notre président lui avait fait une boutade, ça s'est fait. Toi, général, et moi, quand on se rencontre quelque part, même si je suis le président de l'Organisation des Nations Unies, tu me fais une boutade, on rit, on passe. Ça, c'est promis et ça, c'est permis entre les promotionnaires. Donc, nous sommes africains. C'est la boutade là, le monsieur là, il y a un surnom avec lequel on l'appelle. Il paraît que le président Assimi, quand il était à l'EMEA, c'était leur petit frère de promotion. Donc, lors des bijoutages et tout ça,
Assimi le punissait beaucoup, c'est ce que j'ai appris personnellement. Donc ils se connaissent en fait. C'est des gens qui ont des prénoms et des noms maliens, c'est pas des sous-sous, c'est pas... Même, d'accord, tout ça c'est bon. Mais au vouloir prendre ça et aller interpréter ça d'une autre manière, vraiment ça relève de la méchanceté, quoi. Inutile, parce que notre président n'est pas un président, n'importe quel président. Il a d'ailleurs ravi la vedette à l'autre là, Mamadi Doumbouya. Donc ça c'était le premier angle sur lequel j'abordais, aller légitimer. J'avais fait une parenthèse, voilà, la chose qui est en train de bouger sur les réseaux sociaux, ces rires-là. Je pense que c'est des rires moqueurs, ils n'ont rien compris. Donc le deuxième angle, c'est que les gens ne savent pas. C'est qu'on se rappelle de l'organisation OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et il y avait aussi une organisation pour la mise en valeur du fleuve Mano. Vous savez, la Guinée est la source de plusieurs fleuves en Afrique ici. Si j'ai bonne mémoire, c'est 4. On appelle des châteaux d'eau d'Afrique. Les châteaux d'eau d'Afrique. Et la géographie de la Guinée est une géographie particulière. Haute-Guinée, Moyenne-Guinée, Basse-Guinée. Mais la difficulté un peu du parcours de ce trajet-là, parce que je connais ce trajet-là du bout des doigts, la difficulté commence un peu à Dabola. Parce que quand on quitte Bamako ici, après Sigiri, on est à Kanga, après Kanga, on est à, comment ça s'appelle, le pays de Sékou Touré, Farana. Après Farana, on est à Dabola. Après Dabola, c'est Mamou. Tu es allé quelquefois en Guinée? Oui, j'ai été là-bas. J'ai été en Guinée à 3 ou 4 reprises. La dernière fois, je suis allé jusqu'en Conakry. Mais à partir de Dabola, la difficulté commence là-bas. Parce que ce n'est pas tous les véhicules de transport qui peuvent aller là-bas. Parce qu'il y a des pentes raides de 30 degrés, 50 degrés. Et c'est la nature même qui a imposé ça à l'homme. C'est des montagnes souvent qu'on taille. Les Chinois ont fait un travail remarquable là-bas. Avec les petites voitures, ça va, mais avec les remorques, c'est compliqué. Donc, voyant cela, la Guinée et le Mali avaient des projets en commun, mais qui n'avaient pas été sérieusement discutés. Je pense que le départ du président Assimi en Guinée était aussi dans ces... Oui, c'était une opportunité de discuter parce que la Guinée veut construire un immense barrage. Et la Guinée peut être un fournisseur d'électricité au Mali. Parce qu'ils ont ces projets-là. La Guinée avait pratiquement le même problème d'électricité que le Mali. D'ailleurs, ici, ça va. En Guinée, certains quartiers pouvaient faire 1 semaine sans courant. Et avec l'arrivée de l'autre là, le général, non, pas le général. Alpha Condé, ils ont commencé à construire des barrages et aussi des centrales flottantes. C'est-à-dire, ils ont la mer, il y a des sociétés qui ont des navires, des gros navires, qui ont des groupes électrogènes, des grands groupes électrogènes. Ils viennent, ils s'accostent et ils connectent leur réseau au réseau de distribution de courant guinéen. Et là où nous sommes, moi, quand j'ai été en Guinée, il n'y avait pas pratiquement de coupure de courant. À Conakry, même si le courant partait, peut-être c'est 10 minutes au maximum. Et là où j'étais, il y avait même un ascenseur qui était en service 24 heures sur 24. Donc en Guinée, ça commence à aller. Donc le président est allé renforcer ces acquis-là. À mon avis, il est allé pour discuter avec Mamadi Doumbouya. Avec la Guinée aussi, il semble qu'il y a un projet de chemin de fer. Puisque, ça, c'est depuis au temps du président Modibo. Exactement. Ces projets-là ont été mis en stand-by. Mais vu que la nécessité s'est imposée, et vu que il y a beaucoup de choses dont le Malien a subi à travers les autres soi-disant républiques sœurs, ça donne vraiment de l'urticaire, ça donne de la vertige. Et le comportement des Ivoiriens vis-à-vis des Maliens, et même les Sénégalais, leur famille, histoire quand ils ont bouclé le Mali, leur embargo, ça a fait trop mal à notre économie.
Et ça les a fait aussi mal. Et au service de quoi, de quel bien-être là-dedans? C'était Macky Sall au pouvoir. Macky Sall. Et c'était un système qui faisait perdre tout le monde. D'ailleurs, la perte était plus colossale de l'ère nouveau qu'ici. Nous, on avait mal, mais eux, ils avaient plus mal. Ouais. Donc, ce voyage-là, il est venu à bon... voilà. Merci. Ce voyage-là, je termine. Hein. Oh, il terminé, oui. Il est venu à point nommé. Je sais que le président Assimi est un visionnaire. Et il a essayé de réchauffer, il va réchauffer tout ça là, quoi, pour le bonheur du peuple malien. Merci beaucoup. Oui. Moi, je voudrais juste ajouter, parce que ça, c'est les relations inter-États, celles avec la Guinée me tiennent vraiment à cœur. C'est pourquoi je voudrais le dire, ne serait-ce qu'en termes de frais d'approche, notre coopération avec la Guinée est beaucoup plus bénéfique. Encore que tout ce que nous avons avec les autres pays, nous l'avons avec la Guinée, mais avec des frais d'approche réduits. Et surtout, je crois, à partir de leur historique, c'est un pays qui a appris un peu à dire non. Voilà. Et je pense que du côté guinéen aussi, des rapports avec le Mali peut les mettre, leur donner l'opportunité d'exploiter, par exemple, les agrumes et tout, leur agriculture au profit du Mali, pour les échanges avec le Mali. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la Guinée qu'on ne ferait peut-être pas avec les autres. Donc moi, je pense qu'il nous faut accompagner la Guinée. On ne va pas les prendre de force et nouer des relations et leur donner, nous, notre orientation. Non, il s'agit de les amener petit à petit, d'expliquer, même d'entreprendre une campagne au niveau de la population guinéenne pour leur faire comprendre les intérêts qu'ils peuvent tirer d'une coopération resserrée. De tous les pays, de tous nos voisins, à part nos voisins, les pays de l'AES, celui avec lequel nous avons beaucoup plus d'intérêt à coopérer, c'est la Guinée. Ok, c'est la Guinée. Nous abordons les derniers thèmes de la présente émission. Il s'agit du thème portant sur le Niger. Parce qu'au Niger, nous avons suivi, à travers certains médias d'ailleurs, de la jeune française, que le groupe français appelé Orano, autrefois Areva, qui est d'ailleurs presque c'est l'État français, menace quiconque oserait d'acheter l'uranium du Niger. Je dis là, c'est devenu un problème sérieux maintenant. C'est devenu tellement sérieux que docteur, vraiment, nous avons besoin de votre analyse là-dessus. Parce que l'uranium du Niger. Et puis, Orano dit, c'est le président du conseil d'administration qui a été appelé par le Sénat français. Il y était, il dit, bon, il y a une bonne partie du stock d'uranium qui a quitté Arlit pour arriver à Niamey. Et que ça se trouve à l'aéroport de Niamey qui sont en train de suivre. Pour le moment, ce n'est pas sorti du Niger. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Il s'agit de l'uranium du Niger ou c'est quoi le problème? Parce qu'ils disent avoir poursuivi le Niger, qu'il y a 4 procédures au niveau d'une cour d'arbitrage engagée. Mais finalement, je ne comprends pas cette histoire. C'est quoi votre analyse, docteur? C'est trop difficile à analyser cette situation-là. Moi, je pense que les Français, ils comprennent un autre langage qui n'est pas le leur, quoi. Ou bien le Niger les a parlé en chinois, ou bien en russe ou en vietnamien, je ne sais pas. Ça fait plus de 50 ans qu'ils volaient l'uranium du Niger, quand même. Oui, mais est-ce que le Niger appartient à la France? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Et d'ailleurs, l'uranium du Niger appartient aux Nigériens, quitte à vendre son uranium à qui il veut. Et vous êtes en train de suivre pourquoi. Et cette fameuse Orano, dont le premier nom est comment Areva. Areva. Mais c'était eux qui faisaient le financement du terrorisme. Ils envoyaient des soi-disant journalistes, des gens de la DGSE. Je me rappelle depuis les années, ça a commencé dans les années 2024 comme ça. Les premiers qui ont été pris par la rébellion là-bas, c'est Christian Chenou et Georges Malbreno. Et ils ont passé 1 an et demi après ou 2 ans. Chaque fois, la France payait des rançons. Et ça, c'est connu. C'est avec cet argent-là qu'ils ont formé toute leur histoire de terrorisme et tout ça. Et c'était une manière de protéger ces territoires-là.
et de l'exploiter à bon escient pendant 200 ans encore. Mais comme chaque chose a une fin, ils sont cruels, ces gens-là. Imaginez, plus de 80 ans, vous exploitez l'uranium du Niger. Or, l'uranium, c'est un produit... C'est plus de 50 ans. Bon, j'ajoute 80 ans si Ok, allez-y, docteur. Oui. C'est votre responsabilité. Oui. Plusieurs années quand même, ils sont en train d'exploiter ces minéraux hautement radioactifs. Ils n'ont même pas daigné de protéger les populations d'Arlit qui sont à peu près à quelques pas des mines. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a des Nigériens, ils ont montré les documentaires à la télé. Des travailleurs sur cette mine-là qui n'étaient même pas protégés, qui ont développé des cancers de thyroïde, des cancers du sein, les femmes, toutes sortes de cancers. Et la France a fait un omerta. Ils n'en ont pas parlé. On est dans quel monde? Et l'uranium du Niger partait là-bas. Ils achetaient même pas parce que c'était leur propriété privée. Et cet uranium-là partait en France. Ils alimentaient leur centrale nucléaire. Ils vendaient le reste. Tout le courant qui est allumé en France, ils te diront des pourcentages. Oui, l'uranium du Niger, c'est 30% quand même. C'est pas vrai. Je mettrai ma main dans le fait que c'est pas vrai. Comment la France, regardez un peu, nous avons, le bon Dieu nous a donné un bon sens à chacun de nous tous. Regardez un peu. Ils avaient l'uranium à 0 francs au Niger. La quantité que leur centrale nucléaire demandait pour tourner, cette quantité, le Niger les fournissait ça suffisamment. Ils vendaient même le reste de l'uranium. Donc sur le marché mondial, le reste de l'uranium qu'ils avaient, après avoir alimenté leur centrale, ils vendaient ça encore. Ils injectaient sur les réseaux européens. Tout à fait. Donc, comment on nous fait chanter que voilà l'uranium du Niger, des faux pourcentages, parce que ça, c'est ancré dans la tête de certains qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas vrai. Imaginez, ça crève les yeux. Quand le Niger a coupé son uranium, ils étaient obligés d'aller acheter l'uranium soit avec les Russes, avec, comment ça s'appelle, l'enrichissement. Ils sont d'ailleurs en train de recycler leurs déchets nucléaires. Déchets nucléaires avec les Russes. Avec les Russes, oui. Ils achètent avec le Kazakhstan, ils achètent avec les Canadiens aussi. Donc c'est faux et archi-faux. Et on a compris maintenant que même dans les rues de Paris, il y a des rues où on coupe le courant la nuit entre 22h et 6h du matin. Et ça commence petit à petit à faire des taches d'huile. Mais, comme je l'ai dit, les médias français font de l'omerta sur ça. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne montrent pas. Nous, on pense que nous seulement, on a des problèmes de coupure de courant. Mais, d'après l'autre, là, le comédien, qui vivra, va, verra. Ok. Merci beaucoup. Qui vivra, verra. Oui. Doyen, nous revenons vers vous. Bazoum avait laissé entendre une fois que l'uranium du Niger n'apporte presque rien à la France. Mais nous constatons finalement le contraire. Ouais, je crois que il ne faut pas revenir sur les élucubrations de Bazoum. Il défendait, c'était un plaidoyer pro domo. En fait, le problème est simple. Ce n'est plus le Niger qui est menacé, mais c'est celui qui va acheter. Effectivement. Or, le champ est large. Ils peuvent vendre à l'Iran. Qu'est-ce que la France peut contre l'Iran? Rien. Ils peuvent vendre à la Russie. À la Russie. Qu'est-ce qu'ils peuvent vendre même à, comment est-ce qu'on appelle? À la Turquie. Des bombers là. Corée du oui, du Kim Nord. Jong-un. Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent contre ceci? Mais je crois que, comme la dernière fois lui l'a dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je crois que le Niger, s'ils ne l'ont déjà fait, doivent requérir les compétences nécessaires pour évaluer les dommages causés à tous les habitants, à l'environnement et à ceci. Monter ce dossier-là et monter au créneau. Je crois qu'il faut arriver à ça. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait. Je peux être très mal renseigné sur le sujet. Mais il est bon que pendant 50 ans qu'ils ont exploité, il y a une chose qui ne manquera jamais. Sur le plan sanitaire, sur le plan des précautions qu'on doit prendre pour préserver la population ou l'environnement, ils font le minimum.
Et donc, ils peuvent être rattrapés sur ce chemin-là. Et quand ils vont sortir cette affaire, en ce moment, c'est la France qui aura chaud. Mais je crois que ce n'est, pour le moment, vous savez, tu l'as dit, et tout le monde le dit, et le monde, là, c'est des rapports de force. Pourquoi ils se tournent sur les éventuels acheteurs? C'est parce qu'ils n'arrivent à rien contre le Niger. C'est aussi simple que ça. Ils sont partis, je ne sais pas dans les instances internationales, pour essayer, mais ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, maintenant ils menacent. Mais c'est fou, ils peuvent menacer le monde entier. Non, je crois que ça c'est un problème vraiment simple. Le Niger peut le vendre à des pays qui ont le coffre nécessaire pour faire face à la France. Et le Niger doit monter un dossier sur les dommages causés à l'environnement, tant à l'environnement qu'à la population, évaluer et se retourner contre la France. Merci beaucoup. Professeur Touré, nous avons besoin de votre analyse pour boucler. À ce niveau, moi je crois que la question est toute simple à résoudre au niveau du Niger. Parce qu'un État, c'est une continuité. La France avait de façon délibérée, en tout cas exposé le peuple nigérien aux radiations de l'uranium. Et encore, je sais qu'il y a des dossiers de son temps qui peuvent être réactivés. Ça, c'est un premier élément pour que sur le plan sanitaire et sur le plan de la dégradation de l'environnement qui est causé par l'exploitation de l'uranium par la France puisse être exposé. Et ensuite, il y a le fait que l'Orano refuse de renégocier l'uranium parce qu'un État est venu qui a compris qu'ils sont exploités et qu'ils sont exposés à tous les dangers et en retour, ils ne perçoivent rien puisqu'ils ont refusé d'être sur la table de négociation pour voir comment est-ce qu'il faut rebeloter les cartes. Je crois que ça donne une certaine légitimité à l'État nigérien, en tout cas au besoin de mettre l'uranium là sur le terrain, parce que de toutes les façons, c'est exploité au Niger. Au moment opportun, lorsqu'un terrain d'entente sera retrouvé, ils vont retrouver l'exploitation des vents lorsqu'ils vont accepter les prix que l'État va proposer. Et je crois que à ce niveau, il n'y a plus de question à se poser, parce que ils ont amené la question au niveau du Sirdi il y a eu des injonctions, mais jamais interdire quand même au Niger de vendre son uranium. Et encore moins qu'ils ne peuvent pas demander à une autre nation d'acheter l'uranium du Niger. Et aujourd'hui, quelles sont les nations qui ont besoin de l'uranium? Ce sont les nations qui ont la même puissance ou même peut-être plus puissantes que la France. Et il ne faut même pas exclure peut-être que Donald Trump même peut demander à ceux qu'on leur vend l'uranium qui est déjà disponible au Niger. J'imagine, je souhaiterais vraiment voir cette demande et voir quelle réaction la France va avoir. S'ils vont ils vont interdire aux États-Unis, au détriment de se faire frapper par l'armée française, de ne pas acheter l'uranium nigérienne. Et même à exploiter, c'est pas exclu que la mine d'Arlit là peut être exploitée par une société américaine. Parce que nous là, dans l'AES, c'est quoi les trois principes là? C'est ça, notre souveraineté, notre intérêt et quoi? Le respect de nos choix stratégiques. Stratégique, c'est tout. On peut dealer avec tout le monde, même avec les diables, c'est ce qu'on a dit. En tout cas, si c'est au bénéfice du peuple, du peuple de l'espace. Donc moi, je crois qu'à ce niveau, c'est que la France doit plutôt prendre, ou que le Niger doit mettre sur la table au niveau de la communauté internationale, c'est de faire sortir tous les dossiers et des dommages qui ont été causés. Et je crois qu'avec ça, la France risquera de payer 3 ou 4 fois l'uranium qu'il réclame au niveau du Niger, pour tous les dommages qui ont été posés et qui n'ont jamais été réparés au niveau du Niger. Et je crois qu'à ce niveau, on doit évoluer sans tenir compte de tout ce qui se dit, en tout cas que par la France, ou en tout cas on est sûr qu'aujourd'hui il ne peut pas empêcher à la Russie, à l'Iran, d'acheter en tout cas l'uranium du Niger. Et même si cela se faisait, ils vont l'observer comme ça. Et moi, je me dis même qu'ils sont en train de s'acharner comme ça pour
éviter que le Niger ne sorte le dossier le plus important que même l'Iranian qui est là-bas, qui est la dégradation et les causes et les maladies causées par l'exploitation de l'Iranian par les sociétés françaises. Et cela peut s'avérer encore plus grave lorsque la communauté internationale va prendre le dossier à main. La France pourra être encore beaucoup plus sanctionnée à ce niveau, quoi. Ok, nous arrivons au terme de cette émission. Docteur, votre mot de la fin? Toujours je le dis, encore une fois, le général. J'invite encore les Maliens, par ricochet toute la population de l'AES, à être encore patients. Le combat qu'on est en train de mener, le thème choisi effectivement était un thème vraiment qui est de l'ordre du jour. Et c'est un thème d'actualité. Damiba a été remis à la population burkinabé. La justice burkinabé va faire son travail. Et ça doit être pour moi un tournant décisif dans le combat de toute l'AES contre le terrorisme et les valets locaux qui doivent comprendre qu'à un moment donné, si on t'envoie et que tu n'as pas su t'envoyer toi-même, alors ça c'est à tes risques et périls. Le colon, lui, il n'a pas d'amis. Le colon, il n'a pas de frère, il n'a pas de sentiments. Il t'envoie toi à cause d'une miette, ou bien même si on te donne tout l'or du monde, il ne faut pas s'attaquer à son propre pays. Et dans ce combat de tous les jours contre les soi-disant terroristes, nos pays perdent doublement. Parce que ceux qui sont recrutés, la majeure partie, ce sont les jeunes même du Mali. L'armée malienne, ils tirent sur l'armée malienne, ils tirent sur leurs propres frères. Et quand l'armée malienne aussi tue sur les terroristes, ils tuent aussi les Maliens, mais ils n'ont pas le choix. Donc, voilà, même si cette guerre venait même si le conflit se dissipe totalement, quelque part, le Mali aura perdu beaucoup de bras valides à cause vraiment de l'ignorance, à cause de la cupidité, à cause de l'incompréhension de certains Maliens et qui se cachent surtout derrière la religion pour faire du mal à leurs propres frères, à leurs semblables. Et c'est regrettable. Ok. C'est fini? Oui. Merci beaucoup, docteur, nous vous remercions. Professeur Touré, c'est votre client quand même. Oui. Je ne parle pas de caractère, mais est-ce que physiquement, il ne ressemble pas un peu à Damiba? Non, docteur, c'est un patriote. Il faut bien... C'est un patriote. Il ressemble plutôt au général Tchani. Voilà, ça c'est mon frère caché. Okay. Il ressemble plutôt au général Tchani. Okay. Et je sais que c'est un homme sur qui le Mali peut compter à l'avenir pour Inch'Allah. Organiser notre domaine de la santé. Inch'Allah. Et on espère que des responsabilités. Mais il t'a oublié quand tu étais malade quand même. Oui, mais c'est pas grave, son oncle a pu réparer. Ah, ok. Ouais, son oncle a réparé. Okay. Je crois que on lui fera le crédit de ça. Okay. Son oncle a réparé, même s'il a oublié quand même. Et je sais que... Il me traite de ministère public. Et puis, il me dit déjà qu'une prochaine maladie... qu'il va prendre acte et pouvoir m'apporter. Parce que la maladie aussi fait partie de la vie. Hein. Ouais. Voilà, tout le monde tombe malade. Voilà, même Issa, quand toi tu étais malade là, j'ai été au four et au moulin. Donc, tu as parlé français. Ouais. Si une prochaine maladie, une maladie devait venir, mais tu dis lorsqu'une maladie arrivera. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Ils sont somnolés peut-être. Ouais, bon, en tout cas, je crois que tu peux déjà envoyer les médicaments. Je peux commencer les traitements en prévention de la maladie qui va venir. Donc vraiment, merci à toi, Général. Merci à l'équipe Gandhi. Merci à African TV. Et encore merci à Fort. Merci au peuple togolais pour avoir compris qu'il ne faut pas accepter que les territoires, en tout cas africains, servent de base arrière pour combattre les autres États africains. Et encore, on a une pensée pour tous ces patriotes
Ivoiriens qui sont en train de se battre nuit et jour pour être aux côtés des peuples de l'AES, pour être aux côtés de leur peuple, pour que les intérêts désormais puissent être vraiment des intérêts communs dans cet espace et que nous quittions désormais la domination et l'exploitation à outrance des Occidentaux. Donc aujourd'hui, nous sommes une fierté et ces Ivoiriens-là qui se battent nuit et jour, je crois qu'ils méritent vraiment d'être salués. Ils méritent parce qu'ils sont en train de mener un dur combat. C'est pas contre n'importe qui, c'est contre un poids, en tout cas un poids du côté occidental. Et je crois qu'ils réussiront. Et je les encourage vraiment à continuer parce qu'un jour, on va arriver au bout du tunnel. On a vu le cas du Niger aujourd'hui, les Nigériens sont sortis, les Nigériens sont en train de réclamer leur souveraineté, sont en train de se battre pour le peuple nigérien. Donc aux Ivoiriens vraiment de continuer à se battre, ils vont arriver. Et ensuite vraiment remercier nos autorités et remercier les autorités de la Guinée pour avoir invité notre président. Et notre président a lui aussi vraiment merci d'avoir compris qu'il faut défendre les intérêts du peuple. Il a été responsable et respectable. Et je sais que ça a beaucoup plu au peuple guinéen. Et on l'a vu dans beaucoup de commentaires. Ça a beaucoup plu au peuple guinéen. Ils ont compris que désormais, ils peuvent compter sur le peuple malien, et sur les autorités du Mali. Donc, merci à tout le monde. Merci à Fatou certainement qui est en train de nous suivre. On espère se retrouver la semaine prochaine. Merci bien. Merci beaucoup, professeur Touré. Doyen, les derniers mots de cette émission vous revient. Je crois que tant le Touré que moi-même, et même un peu docteur, on a eu une certaine appréhension lorsque nos présidents se déplacent. Et je crois qu'il est légitime qu'on crée une unité spéciale comprenant les éléments de tous les pays pour sécuriser ces présidents-là. Ça peut être un démembrement du FIS, ou bien alors une unité spéciale qui sera créée à cet effet. Et peut-être aussi voir comment intégrer la garde civile qui protège aussi le président. Parce que pour que ceux qui ont des velléités de s'attaquer à nos présidents sachent qu'il ne s'agira pas simplement de s'attaquer à eux, mais il s'agirait, même si on arrive à leur faire du tort, qu'eux, ils sachent qu'ils ne pourront plus gouverner ces pays-là. Ils ne resteront pas. Ils ne pourront pas jouir d'une quelconque victoire. Je crois qu'il faut qu'on sécurise nos trois présidents. Pas que ce soit une sécurité au niveau de chaque pays à part, mais que ce soit quelque chose qui soit conçu, un plan conçu, mis en œuvre par l'AES. Ok. Par l'AES. C'est sur ces mots que la présente émission prend fin. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous avons commencé par le thème portant sur l'extradition de Damimba pour ensuite atterrir en Guinée, précisément en Guinée-Conakry, pour évoquer l'investiture du président Mamadi Doumbia et les déplacements effectués par son Excellence le général Assimi Goïta, président de la République du Mali. Pour terminer sur cette usurpation, je ne sais pas, ce vol ou le pillage de l'uranium du Niger que la jeune française ne veut pas cesser. La semaine prochaine, même heure, même émission, nous serons heureux de vous retrouver. Et seulement, comme d'habitude, nous allons changer de thème. D'ici là, mes invités et moi, nous vous souhaitons bonne fin de semaine. Et nous vous souhaitons également santé, bonheur et surtout prudence. Nous conseillons prudence dans tout ce que vous faites. D'ici là, vous restez branchés sur Gandhi Malian TV, sur African TV. D'autres programmes vont suivre juste après. Nous vous remercions pour nous avoir suivis. Merci beaucoup.